L'intervenant qui arrive au lutrin n'a guère besoin d'être présenté dans cette maison, ce serait presque incongru de le faire, mais je me plais néanmoins à vous rappeler, parce que cette qualité est d'importance, que Patrick Boucheron est historien et travaille, entre autres, notamment depuis le titre de sa leçon inaugurale, sur ce que peut l'histoire. Et donc, l'histoire va être convoquée, je pense. Et en l'occurrence, il va nous parler de la nécessité de pluraliser les inventions politiques dont l'Europe est le creuset et d'interroger précisément cette inventivité politique. Donc, après les langues, la musique, nous arrivons maintenant toujours au plus près de cette idée de la construction même de l'édifice européen. Patrick, je te passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, évidemment que c'est un plaisir de nous retrouver ici. Permettez-moi de commencer simplement mon propos par le souvenir d'un saisissement. C'est un souvenir de théâtre. C'était en juillet 2019, au Festival d'Avignon, s'y jouait un spectacle de Roland Osé, « Nous l'Europe » ou « Le banquet des peuples » sur un texte de Laurent Godet. C'était dans la cour du lycée Saint-Joseph. Un acteur s'avançait jusqu'au bord de Seine. Toute la troupe avait pris place derrière lui et au fond s'étalait en lettres lumineuses une inscription. « Vous cracherez peut-être sur notre insouciance passée et vous aurez raison. Il y a un continent à inventer maintenant. » Inventer, voilà notre mot, même si nous sommes réunis pour nous demander si, plutôt que de s'épuiser en vains appels à la réinvention de l'Europe, on ne pourrait pas plutôt commencer par dresser l'inventaire de ces inventions successives. C'est ce que je tenterai d'esquisser devant vous, en historien, oui, bien sûr, cher Vinciane, mais ce soir-là, ce soir de théâtre, la question s'adressait à un public de théâtre et je m'en souviens. L'acteur avait regardé à droite, à gauche et a commencé à apostropher le public ainsi. « On a dit oui, vous êtes sûr? Vous vous souvenez d'avoir dit oui? Il me semble, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression, on n'avait pas dit non. Il n'y a pas un moment où on avait dit non, on nous avait demandé, ça je m'en souviens parfaitement, vous aussi, n'est-ce pas? Oui, nous aussi, sans doute. C'était, je n'ai pas besoin de le préciser, lors du référendum du 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. Le non l'emporta assez nettement en France, mais pas seulement en France. Les Pays-Bas aussi ont voté non, tandis que le Danemark, qui avait déjà voté non en 1992, suspendait le processus de ratification. Et puis, 2 ans plus tard, poursuivait l'acteur, on nous dit c'est arrangé. On respecte bien sûr la sanction des urnes, on a bien entendu ce non de colère, cette expression de mauvaise humeur, mais c'est bon, c'est réglé, ce sera oui. On a fait en sorte que ce soit oui parce que c'est mieux ainsi, pour ne pas risquer de casser ce qu'on a mis du temps à construire. Vous comprenez? Oui, je crois que nous comprenons très bien. Et l'acteur achevait ainsi son adresse. Elle vient de là, notre colère. Il me semble qu'il faudrait effectivement partir de cette défiance, de ce malaise, de cette insuffisance. Qu'a-t-il manqué à l'Europe pour qu'elle suscite si peu d'adhésion démocratique? On n'oblige pas les peuples à l'enthousiasme et surtout pas en forçant la voix. Et nous le savons bien d'ailleurs, c'est la vérité du temps présent, c'est que la plupart des pays, je veux dire leur représentation légale, celle qui s'exprime dans les suffrages électoraux, voudraient, s'ils en avaient vraiment le choix, aujourd'hui quitter l'Union européenne. Et comme la plupart d'entre vous, je le suppose, mais c'est peut-être cette supposition même qui pose problème, je fais partie de ceux qui s'en désolent sincèrement. Et plus que ça, qui le ressentent comme une souffrance morale et politique. Alors, il faut regarder en face cette blessure, la reconnaître pour ce qu'elle est, une mémoire douloureuse, partir de là, entendre la voix de celui qui disait ce soir-là « J'ai dit non, je m'en souviens, j'ai dit non, ça ne vous arrangeait pas, ça contrariait vos plans, j'ai dit non et personne n'en a voulu de ce mot ». Ce n'est pas accuser, ce n'est pas récuser, c'est comprendre et se permettre ensuite, non pas de réenchanter le récit européen, mais à tout le moins de le réenclencher. Et dans le texte de Laurent Godet, qui, par ailleurs, est une ode poétique vibrante
à l'élan européen, parce que sinon, ce ne serait pas intéressant. L'éloge est non seulement désenchanté, mais fait le récit du désenchantement. Je veux dire qu'il déshéroïse en prenant les pères de l'Europe pour ce qu'ils sont, non pas de grandes figures mythologiques, mais des petits hommes gris qui firent le choix, après-guerre, d'en rabattre sur leur idée de grandeur pour négocier ensemble, petitement, péniblement, un espace de stabilité et de coprospérité. Et c'est cette ambition-là, dans sa simplicité pragmatique, qu'il faudrait pouvoir aimer davantage. Partons de là, si vous le voulez bien. L'Europe des traités n'est pas autre chose aujourd'hui que cela, une zone de libre-échange assurant tant bien que mal la stabilité politique par la négociation sans cesse recommencée des termes d'une prospérité partagée. Et tout le reste en procède, ou devrait en procéder, ou n'en procède pas. Accepter cette dimension fondamentalement économique de l'Union européenne, c'est reconnaître les principales étapes de sa construction institutionnelle depuis la fameuse déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950, qui appelait, je cite, à des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et c'est aussi admettre que si l'on veut, à titre personnel, dater son acquiescement, on a dit oui, mais quand, à cette solidarité de fait, on la trouverait moins dans le vote par référendum des fondements de la monnaie unique. À Maastricht, en 1992, pour la France, ce fut un tout petit oui, qu'en ce jour du 1er janvier 2002, où l'euro eut cours concrètement entre nos mains. En remarquant au passage que si depuis le spectacle de 2019 dont je parle, un non a été suivi des faits, c'est celui du Brexit, et c'est parce que la Grande-Bretagne n'appartenait pas à la zone euro, ce qui indique bien, en tout cas pose la question de savoir si là n'est pas l'inéluctable. Là n'est pas dans la zone euro ce dont on ne peut pas sortir. Admettre cela, ce n'est pas abdiquer la nécessité d'esquisser une histoire en longue durée des inventions politiques de l'Europe, bien en deçà de la chronique technocratique de la construction de l'Union européenne, parce que cette prévalence de la monnaie, par laquelle se réalise vraiment le plébiscite de tous les jours dont parlait Ernest Renan dans sa fameuse conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?», à ceci près qu'il s'agit d'un plébiscite implicite et subi. Cette prévalence de la monnaie, donc, elle vise le socle que j'appelle théologico-politique du gouvernement des modernes, dont j'ai tenté, ici même, effectivement, depuis 2015, d'entreprendre l'archéologie. Lorsque, par exemple, et pour prendre à la suite des exposés de ce matin, une figure de traducteur. Lorsque, par exemple, Nicole Orem, traducteur, on le sait, de la politique d'Aristote au tournant du XIVe siècle, qui introduit dans la langue française une bonne partie de notre lexique politique actuel, oligarchie, démocratie, etc., qui fait de l'art de gouverner, je le cite, la meilleure science mondaine qui puisse être parce qu'elle architecture l'ensemble des savoirs, lorsque Nicole Orem, donc, compose son De Moneta, son traité sur les monnaies, probablement entre 1356 et 1358, il ne fait pas seulement qu'intervenir dans le débat entre juristes et théologiens qui agitent alors l'entourage du roi Charles V. Non, il s'engage politiquement dans un dilemme historique entre deux devenirs possibles de la monarchie française. Glissera-t-elle sur sa pente absolutiste, là où les juristes la poussent, ou sera-t-elle au contraire retenue par des théologiens comme lui dans le souvenir de ses origines communautaires? Nicole Orem, théologien, soutient donc l'idée que la monnaie n'est pas seulement le support de la majesté royale, mais la prérogative d'une communauté politique qui s'invente avec elle une richesse artificielle. Car si la monnaie est bien, comme l'a montré François Simian, une croyance et une foi sociale, son rôle historique en tant qu'institution est bien de constituer l'une des formes essentielles de la clôture des sociétés sur elles-mêmes, et voilà pourquoi il est logique qu'on s'y trouve, sinon contraint, du moins pris. Et là, je cite Sylvain Piron, commentateur du De Moneta de Nicole Orem. Qu'est-ce qu'un roi? C'est une instance qui nomme le temps, le règne de Saint-Louis,
et qui délimite le territoire, le royaume de Philippe Auguste, ce qu'il rassemble. Voici pourquoi la monnaie demeure dans les monarchies le support du portrait du roi. Il ne vous a sans doute pas échappé que l'Europe politique n'a pas de souverain, ni d'ailleurs de souveraineté, mais que l'Union européenne compte 6 monarchies parlementaires. Enfin, elle en avait 7 jusqu'au Brexit, qui était quand même notre monarchie parlementaire préférée, mais enfin bon, voilà. On les reconnaît, les monarchies parlementaires, à ceci près qu'elles ont choisi de représenter leur roi ou leur reine sur la face dite nationale de leur monnayage en euros. C'est le cas également d'ailleurs de la Cité du Vatican. On y trouve également quelques symboles ou figures mythologiques, on les a vus déjà, plus rarement des hommes politiques. Ce fut pourtant le choix de la Grèce, dont les pièces ne s'ornent pas du profil de Solon ou de Périclès, mais de Rigas, de Ioannis Capodistrias ou d'Elefthérios Venizelos. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. En tout cas, lorsqu'un visage apparaît, c'est plutôt pour y faire reconnaître la souveraineté d'un créateur. Dante, pour les Italiens, Cervantes pour les Espagnols, mais seulement sur les centimes, à partir d'un euro, on passe à Juan Carlos, Mozart pour les Autrichiens. Et pour les Autrichiens seulement. Signalons au passage le choix audacieux de la Slovénie, qui honore le réformateur protestant Primož Trubar, unificateur de la langue slovène et auteur du premier livre imprimé en slovène. Ainsi, les hautes figures de l'Europe culturelle ne renvoient pas à la créolisation dont on parlait, mais au contraire à la clôture sur elle-même des patries littéraires. Et c'était bien le problème, d'ailleurs, au début des années 2000, où l'on chercha en vain la galerie des grands hommes qui permettrait aux Européens d'envisager, dans tous les sens du terme, car une monnaie, c'est aussi cela, c'est l'offrande d'une face, d'un regard franc et droit, d'envisager une mémoire commune. Et parce que Dante ne plaisait vraiment qu'aux Italiens et Cervantes aux Espagnols, on a, faute de mieux, et parce que les billets de banque ne peuvent pas avoir de face nationale, des symboles architecturaux. Une porte au recto, un pont au verso. Alors, évidemment, vous me direz, quoi de plus naturel pour de l'argent liquide, ne dit-on pas d'une monnaie qu'elle a court, aussi est-il juste, qu'un pont la franchisse, et chacun convient qu'il est préférable de construire des ponts que des murs. Seuls, en revanche, les plus savants des épargnants se souviennent que depuis la Rome antique est souverain celui qui jette des ponts, et que cette fonction sacrée appartient au pontifex, le pontife. C'est que, dans leur abstraction même, la série des billets de banque en euros métaphorise, par l'architecture dont elle offre un saisissant raccourci historique, un puissant imaginaire généalogique. Tout part de Rome, puisque c'est depuis le pont romain que s'engendrent les formes architecturales dont la scansion fait se succéder le cours du temps à mesure que l'on progresse dans l'enrichissement. 5 € art antique, 10 € art roman, 20 € art gothique, c'est encore l'enfance de l'Europe, l'âge des petites coupures. La Renaissance vient avec les billets de 50 €, l'art baroque 100. La plupart des petits porteurs s'arrêteront là, ne pourront pas considérer l'architecture de verre et d'acier du XIXe siècle, sauf s'ils sont en capacité de glisser 200 € au fond de leur poche. Quant au billet de 500 €, qui est en lui-même une provocation, il figure l'art contemporain. Et on ne saurait dire avec plus de franchise ou d'ingénuité qu'on le veut inaccessible. Ainsi donc, même en l'absence de figure souveraine, l'Europe peine à se détacher d'un imaginaire dynastique. Comment ne pas se souvenir alors que la consistance des États européens fut d'abord lignagère? Dans un livre important intitulé « Le sang royal », la famille capétienne et l'État, 10e, 13e siècle, Andrew Lewis l'a bien montré dès 1989. Il a montré que l'ordre féodal se décrivait beaucoup plus aisément comme un système de parenté et d'alliance que comme un agencement de territoire, et que la production sociale de l'institution monarchique maintenait cette structure en élargissant son assise et en consolidant ses droits. C'est d'abord par l'échange des femmes que s'est inventée l'Europe. La société des princes dont parle Lucien Belli, et de ce point de vue-là, c'est embellir cette réalité aristocratique triviale entre la culture du viol
et le cortège nuptial que de l'orner du souvenir mythique de l'enlèvement d'Europe. Au XVe siècle, les unions de couronne sont l'un des modes ordinaires de structuration de l'espace politique européen. Depuis l'union des royautés scandinaves à Kalmar en 1397, jusqu'à celle évidemment de la Castille et de l'Aragon, les rois catholiques en 1479, en passant par les unions de Pologne, de Bohême et de Hongrie. Notez d'ailleurs que cette série aurait pu passer par la France et l'Angleterre, dont le traité de Troyes de 1420, l'odieux traité de Troyes des manuels de notre enfance, prévoyait, pour faire la paix, d'unir par alliance solennelle Catherine de Valois et Henri V. Et il faut avoir le préjugé nationaliste chevillé au corps pour voir dans ce projet de paix perpétuelle par l'alliance des couronnes, ce qui est le mode ordinaire de structuration de l'espace politique européen alors, l'une des étapes du légendier des grands effondrements de la France, sur le point de se laisser absorber par son ennemi héréditaire, l'Angleterre, qui plus est par la faute d'une femme et d'une Allemande, Isabeau de Bavière. C'est oublié que le 16 juin 1940, lors de la débâcle, la vraie, face à un authentique projet européen, celui de l'Allemagne hitlérienne, Jean Monnet proposait à Winston Churchill une union franco-britannique qui prenait la forme d'une uchronie manquée, comme l'a remarqué Yann Potin, celle que lui avait inspirée la conférence d'un érudit médiéviste du nom de Jean de Page sur la double monarchie inventée à Troyes en 1420. Et Jean de Page était l'un des rares historiens de son temps à la considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le futur non advenu d'une invention politique possible de l'Europe à venir. Celle-ci a pu advenir, d'ailleurs, par ailleurs, je veux dire, sous d'autres formes, au centre de l'Europe. Et c'est pourquoi il conviendrait d'entreprendre, pour saisir la tension actuelle entre les aspirations fédéralistes en Europe et les récidives du nationalisme identitaire ethnique, moins une histoire de l'Europe centrale qu'une histoire centrale de l'Europe. Je veux dire, depuis son centre effondré, depuis la faillite de la gestion impériale de la diversité des langues et des nationalités en Mitteleuropa. Là encore, cette histoire impériale a une consistance dynastique. De Rodolphe Ier en 1273 à François II en 1792, les Habsbourg ont donné pas moins de 21 empereurs au Saint-Empire romain germanique, dont le démembrement effectif date de 1918. S'il existe une invention politique de l'Europe impériale, elle est fondée à la fois sur ce principe de la monarchie élective, car évidemment il faut se souvenir que dans l'histoire des pouvoirs en Europe, l'hérédité reste l'exception et l'élection la norme, une monarchie élective, une ambition universaliste de l'archimaison et une lecture ésotérique de sa destinée historique qui se ramasse dans le monogramme de l'empereur Frédéric III, A-E-I-O-U, Australia erit in orbe ultima. Durant tout l'entre-deux-guerres, ce mythe Habsbourg persiste sous la forme d'un spectre politique qui hante la Mitteleuropa dans ce que Hermann Brohr appelle l'apocalypse joyeuse de la Vienne fin de siècle. Peut-être faut-il d'ailleurs prolonger cette histoire jusqu'en 1898, lorsque l'impératrice Élisabeth meurt assassinée par un anarchiste italien sur les rives du lac Léman, ou même peut-être au-delà avec sa résurrection cinématographique sous les traits de Romy Schneider, dans la trilogie Sissi, parce que si c'est l'Eurovision qui invente l'Europe politique, alors on peut dire que quand même le premier grand succès européen du cinéma, c'est Sissi, sorte de Lady Di 1900, selon le mot plaisant de Thomas Serrier. Je cite un de ses articles dans Europa, notre histoire, qu'il a co-dirigé en 2017 avec Étienne François. Je viens de citer Frédéric III de Habsbourg, détenteur du plus long règne allemand du Moyen-Âge, de 1440 à 1493, et c'est aussi le dernier roi des Romains à se faire couronner par le pape, le 19 mars 1452. Après lui, le Saint-Empire romain germanique est de moins en moins romain et de plus en plus germanique. Alors, la tentation est grande, évidemment, pour les historiens, de faire, mais après coup, de cette date l'un des plis de l'histoire de l'Europe. Un an avant la chute de Constantinople, on a vu pour la dernière fois un impérator à Rome.
Mais cette tentation rétrospective est évidemment absurde, puisque personne ne sait que ce couronnement sera le dernier. Mieux vaut congédier radicalement, me semble-t-il, cette conception orientée de l'histoire qui, de Jérusalem à Athènes, d'Athènes à Rome, de Rome à Constantinople, de Constantinople à Moscou, fait de la translatio imperii le motif obligé d'une dynamique européenne qui ne cesse de se chercher des nouvelles Roms et s'invente ainsi des généalogies au cordeau. Reprenant à Immanuel Wallerstein sa conception du système monde, Fernand Braudel a voulu imprimer la même allure narrative, le même tempo saccadé à la dynamique du capitalisme, suivant la translation des capitales de l'abondance de Venise à Anvers, Londres, New York. Et c'est toute une génération d'historiens de l'école des Annales, celle précisément du plan Marshall, de la reconstruction d'après-guerre et de l'espoir européen, qui a suivi, fasciné, ce grand remuement moderne, cette conception d'une histoire orientée vers le progrès, qui est évidemment l'un des legs de la pensée humaniste européenne. Pétrarque, dans son invective de 1373 intitulée « Contre celui qui maudit l'Italie ». Celui qui maudit l'Italie, c'est évidemment un Français, un stupide Gaulois, dit-il, qui refuse, qui s'oppose au retour des papes à Rome. Pétrarque, donc, y écrit « Qu'est-ce donc que l'histoire, sinon l'éloge de Rome ?» Par histoire, Pétrarque entend évidemment implicitement l'histoire universelle, c'est-à-dire la chronique impavide d'un déploiement, il vaudrait mieux dire d'un dépliement intangible, d'un principe indiscuté. Ce principe, c'est Rome, nom majestueux dans lequel se ramasse toute l'histoire en tant qu'elle s'ordonne dans l'universus des latins, c'est-à-dire le tout qui se convertit dans l'un. Et voici pourquoi il vaudrait mieux, avec Jean-Claude Milner, traduire l'aphorisme pétrarchien « Quid est enim aliud omnis historia quam romana laos » par « Qu'est-ce que l'histoire quand elle s'ordonne du tout, sinon un éloge de Rome ?» Or, nul n'est tenu à ordonner ainsi l'histoire. On peut opposer à Pétrarque le non-juif, ce que Lacan appelait un vacarme silencieux qui éclate aux oreilles des fidèles du tout. On peut opposer à Pétrarque, avec Alain de Libera, l'unité des savoirs arabo-latins, qui anime une autre invention politique de l'Europe que l'oubli du Moyen-Âge occulte. Dans tous les cas, il s'agira, vous l'avez compris, de rejeter le préjugé continuiste et de compliquer ainsi la généalogie des inventions politiques de l'Europe. Si on reste au XVe siècle, qui est la période que je connais un peu moins mal, elle se caractérise d'abord par une très grande variété d'expériences politiques qui ne se laissent jamais réduire par l'histoire de la souveraineté ou de la construction des États-nations, qui, à partir de la dissémination des pouvoirs symboliques suite à la révolution grégorienne, eh bien, se caractérise par cette gamme d'expérience politique qui va de la théocratie la plus intraitable jusqu'à l'autonomie communale, en passant par toutes les nuances des républiques monarchiques, des États princiers, des dominations oligarchiques, et cette gamme qui sature l'atlas des expériences possibles du gouvernement, elle ne se laisse pas réduire par le sage ordonnancement aristotélicien des régimes politiques, y compris lorsque cet ordre passe au crible de la pensée aristotélico-thomiste la plus radicale, celle des théoriciens de la Commune italienne. Si l'on se contente de rester dans un monde de textes et que l'on observe toujours, pour simplifier mon propos, l'effet de souffle que provoque dans la conscience européenne la nouvelle de la prise de Constantinople en 1453, eh bien, on trouvera toute une variété de propositions conceptuelles qui ne se ramènent pas à l'éloge de Rome et qui sont autant de devenirs possibles. On dira, certes, sous la plume de l'humaniste Piccolomini, élu pape sous le nom de Pie II, le portrait d'un continent européen entièrement mobilisé par un appel à la croisade contre les Turcs, mais c'est un tout autre projet, par exemple, que propose l'Union chrétienne des rois de Bohême, Georges de Podiebrad, de Matthias Corvin, roi de Hongrie, et du Polonais Casimir IV Jagiellon, qui est rédigé en 1462, qui propose la création d'une fédération appelée en latin Unio, Liga, Universalis Concordia, une congrégation qui est ouverte aux peuples, nations, rois
et prince, indifféremment, non pas de toute la terre, mais de cette Europe-là, qui est dominée alors par, disons, les pôles germaniques, italiques, français et espagnols. Et comme le remarque Pierre Monet, ce texte prend la mesure d'une Europe de la diversité des peuples, des langues, des cultures, des États, qui tait les dissensions religieuses internes. Il ne s'agit pas, évidemment, de chercher là plutôt qu'ailleurs, chez Podiebrad plutôt que chez Pie II, parce que l'image est plus flatteuse et qu'elle nous correspond mieux aujourd'hui, la matrice unique de notre construction européenne, ou d'y reconnaître l'origine du fédéralisme. Il s'agit seulement de considérer la diversité des expériences politiques de l'Europe, et peut-être même de nommer Europe le cadre historique de cette inventivité. C'est ce que j'ai tenté de faire ici même, dans un cours sur l'expérience médiévale et les inventions du politique. En m'inspirant évidemment des historiens de l'anthropologie politique de la Grèce ancienne, qui évidemment désignent par le genre masculin le politique, enfin, en tout cas qui le distingue pour aller vite, désolé, la politique, le politique, ces deux notions qui proviennent du politikos platonicien, se distingue en ceci que la communauté, quand elle s'institue, disons par elle-même, par cette auto-institution de la communauté, qui passe par l'accès réglé à différentes institutions, qu'on peut appeler la politique, la politeia, qui est bien plus que la constitution, et d'une certaine manière, la pensée politique médiévale hérite de cette conception large de la politie, mais cette politique, elle est toujours débordée par le politique qui désigne l'ensemble des activités dont le champ d'action ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre institutionnel, mais relève d'expériences, d'engagements, de pratiques très variées qui ont en commun de se saisir souvent en contexte conflictuel. Et voilà pourquoi, par invention du politique, et par le fait que l'Europe est le lieu de cette inventivité, on désigne bien autre chose que les étapes d'une histoire institutionnelle ou constitutionnelle, ou la genèse d'une construction étatique, mais les lieux d'émergence hétérogènes, discontinus, qui forment autant d'expériences et qu'on va aller chercher dans leurs lieux d'émergence, les villes, les communautés rurales, les groupes monastiques, les parentés aristocratiques et aussi les foules révoltées. Voici peut-être pourquoi la face nationale des Euro-Grecs s'orne non pas de héros mythologiques de l'Antiquité, mais de figures de l'histoire de la Grèce contemporaine. Il y eut en 2015 une crise grecque de l'Europe politique, qui coïncidait avec la crise européenne de l'accueil des réfugiés. On ne cesse d'en parler. Il est possible qu'elle ne s'en remette pas, que déjà elle ne s'en est pas remis. C'est comme le dernier couronnement de Frédéric III, nous le saurons plus tard. Mais si les historiens futurs décrivent, voilà, une première secousse en 2005 et puis en 2015, décidément une Europe qui, parce qu'elle cherche avec plus d'ardeur à exclure les Grecs soumis à la crise de la dette souveraine qu'à exclure Viktor Orban, qui évidemment contrevient à tous les principes de la construction européenne. Si les historiens datent de ce moment-là la mort politique de l'Europe, je ne sais pas, l'événement est en cours, l'histoire est incertaine, on s'en étonnerait pas tant que ça. Et parce que, mais c'est de l'histoire contemporaine. Et pour comprendre l'histoire de l'inachèvement de l'État grec et sa vulnérabilité dans la crise internationale des dettes souveraines, il est évidemment plus utile d'évoquer l'histoire du XXe siècle, le rapport entre l'Allemagne et le passé grec, cette façon qui s'exprime toujours de faire très sévèrement payer au peuple la haute idée qu'on prétend avoir d'eux-mêmes, mais de leur passé, évidemment. C'est vrai depuis le XVIIIe siècle, c'est vrai de toute l'Europe. Séphéris, qui, avant d'être écrivain, prix Nobel de littérature, je rappelle, en 1963, Séphéris, qui fut diplomate, raconte comment il accueillit en 1929 un autre diplomate français, celui-là, dont le nom est Édouard Herriot. Séphéris lui fait voir le pays,
Et Herriot répond, moi, vous savez, les choses après le IIIe siècle ne m'intéressent pas. Et par IIIe siècle, il fallait évidemment comprendre IIIe siècle avant Jésus-Christ, puisque sa génération d'intellectuels européens pensait en effet que l'histoire de la Grèce s'arrêtait à la bataille de Chéronée. Donc, mépriser le présent grec, c'est ignorer un présent très ancien, qui est celui, effectivement, pourtant, qui orne les pièces d'un euro avec cet extraordinaire héros des républicains grecs néo-helléniques, Rigas Valestinlis, personnage extraordinaire, méconnu, thessalien, exilé à Vienne, où il meurt en 1798, assassiné par le pouvoir ottoman. Pourquoi raconter tout ça? Et j'en terminerai par là. Pour vous convaincre, si ce n'est déjà fait, que nous avons tout intérêt, oui, à pluraliser notre conception des inventions du politique en Europe, d'en dresser l'inventaire complet, y compris lorsqu'on la considère depuis le berceau supposé de la démocratie, la Grèce. Nous nous moquons désormais, enfin, où on devrait se moquer, des histoires nationales qui racontent l'histoire d'un pays comme le développement inexorable et déterminé d'une idée nationale toujours identique à elle-même. Ainsi, de la France, qui depuis son île souveraine, l'île de France du domaine des rois, ferait tache d'huile, irait vers son accomplissement territorial, partirait à la rencontre de sa forme hexagonale que les frontières naturelles auraient décidé pour elle et par avance. Alors, si nous nous moquons de ça, pourquoi faisons-nous la même chose en chroniquant la construction européenne en ses étapes successives, décrites comme autant d'élargissements d'une même idée, d'une même Europe? L'Europe à 6, l'Europe continentale, celle du traité de Rome, était au fond, du point de vue géopolitique, l'Europe du traité de Campo Formio, du traité de Lunéville, l'Europe de la République française et de ses républiques sœurs, l'alliance au-delà du Rhin d'un modèle républicain qui domine. Pourquoi n'admettons pas que ce n'est pas la même Europe qui s'étend et qui s'élargit, et qui se dilue et qui se perd? C'est évidemment d'autres expériences politiques, commencer par cette expérience centrale de l'Europe dont je parlais tout à l'heure, qui doivent trouver à s'entendre. S'il est vrai que dans l'expression roman national, c'est le terme de roman qui pose problème, il en est de même de la notion de construction dans l'histoire de la construction européenne. Celle-ci ne peut s'ordonner du tout, sinon en devenant un éloge du traité de Rome, si vous me permettez cette déformation pétrarchienne. Ce qui pose ultimement, et j'en terminerai vraiment par là, le problème du rôle, effectivement, du récit historique dans la résolution de nos dilemmes politiques sur l'Europe. Je me souviens avec reconnaissance et émotion de Gilbert Dagron, qui, ici même, lorsqu'on l'interrogeait en tant qu'historien byzantiniste sur l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, quand on l'exigeait de lui qu'il statue sur la nature européenne, oui ou non, de la Turquie, je me souviens de la manière si élégante dont il répondait en rappelant que l'Orient de l'Europe était une direction et non une butée, que ce n'étaient ni les fatalités de la nature ni les lenteurs de l'histoire qui pouvaient décider si la Turquie était européenne, oui ou non, elle le deviendrait ou pas, en fonction de notre projet politique, pourvu que celui-ci veuille bien reconnaître la pluralité des inventions du politique en Europe. Si c'était à refaire, je commencerais par la culture. On prête cette phrase à Jean Monnet, et elle est apocryphe, comme la citation attribuée à Umberto Eco, dont a si bien parlé Tiphaine Samoyau. En fait, on ne cesse dans ce colloque entre fiction, friction et fusion musicale, de débusquer les fausses citations. On apprend dans le dernier livre de Laurent Wirth, Le destin de Babel, une histoire européenne, c'est à ce livre que je vous renvoie si vous souhaitez un récit un peu plus sagement ordonnancé que le mien, de cette contradiction fondamentale entre l'union et la désunion qui donne le tempo de l'histoire européenne en longue durée. On apprend donc dans ce livre que cette phrase a en réalité été prononcée par la rectrice de Paris, Hélène Arweiler, autre byzantiniste de renom, dans un discours qu'elle fit à la Sorbonne en 1988, mais au mode conditionnel. « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture, pourrait s'écrier Jean Monnet s'il revenait parmi nous. » Et Jean Monnet ne reviendra pas parmi nous. Et pourtant, tout est à refaire.
si l'on veut bien, non pas commencer, mais recommencer. Que cette phrase ait pu résonner dans un cadre académique n'est pas pour nous surprendre. Après tout, l'Europe de la recherche est notre horizon, notre espérance. Edith l'a dit, on le redira avec conviction, et au fond, si nous souhaitons nous donner des pères de l'Europe, de grandes figures, je proposerais volontiers, j'en demande pardon par avance de dire cela au Collège de France, moins Erasme qu'Erasmus. Ce serait dire avec suffisamment d'éloquence ce qui peut nous animer au regard de l'histoire, un sentiment de dette vis-à-vis de la jeunesse. Et il y a, je n'ai pas besoin de le rappeler, une histoire longue de la migration des étudiants dans l'Europe académique, une histoire longue des nations dans l'université médiévale, une histoire longue des scientifiques dans la République, des savants, Stéphane Van Damme va nous en parler, une histoire longue des échanges, des savoir-faire artisanaux, des engagements ouvriers aussi. Tout cela qui, sur un motif circulatoire, c'est une histoire au travail et au travail de l'inventivité du politique, celle qu'on a oubliée. Là est, selon moi, le trésor d'expérience de l'Europe, au sens de Hannah Arendt, un trésor tout politique si c'était à refaire, et c'est à refaire. Il nous faut recommencer par la politique. Voilà ce qui a manqué à l'Europe. La politique, c'est-à-dire l'inventaire européen de son inventivité. Je vous remercie pour votre attention.